Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Les démarches biographiques ont connu un fort développement au cours des 30 dernières années. Cela dans plusieurs domaines, en approche existentielle et narrative sur le mode individuel ou en collectif, autour des tournants de la vie, des choix, projets, engagements individuels ou collectifs, de la transmission, dans le champ du travail et de la formation, personnes en recherche d'emploi ou en réorientation professionnelle, candidats à la VAE, validation des acquis d'expérience, mais aussi dans les différents champs du travail social, accompagnement de publics fragilisés ou en recherche des apostrophes, insertion sociale, secteur socio-éducatif, institutions de soins. Ce développement d'une demande spécifique d'être entendu et accompagné, à travers les démarches fondées sur l'histoire de vie, fait suite à une évolution de la société. Cette dernière a vu d'une part croître les valeurs liées à l'individualisme avec des exigences et des pressions de plus en plus fortes du côté de la réussite et l'excellence, et d'autre part éclater les repères collectifs et les solidarités traditionnelles. Dès lors, l'approche biographique s'inscrit dans un accompagnement réflexif en distanciation et en contrepoint de ces nouveaux paradigmes. L'urgence, l'innovation permanente, le culte du changement, la mobilité, les nouvelles technologies notamment en matière de communication, tels qu'ils sont vécus dans les histoires singulières en s'inscrivant dans le roman familial et la trajectoire sociale des sujets. Pour rencontrer cette demande, celle d'une pause permettant de se retrouver et de se réfléchir sur un temps long incluant passé, présent, avenir, est apparue la nécessité de la formation de praticiens et accompagnants. Une telle formation est esquissée dans les différentes parties de cet ouvrage, axé sur les fondements théoriques, les outils méthodologiques, les dispositifs, les processus et les exigences éthiques liées aux pratiques d'accompagnement par le récit de vie avec les contraintes qu'elles imposent et les limites qu'elles comportent. Les pratiques dans les différents domaines trouvent par ailleurs un large espace pour se déployer dans la partie consacrée au champ d'application, qui offre à différents auteurs l'occasion de les décrire et les développer. En prenant l'initiative de ce livre, nous avons voulu d'emblée le situer à la fois dans une ligne directrice commune, celle de la sociologie clinique à laquelle nous nous sommes formés et que nous avons pratiquée notamment au sein de l'Institut international de sociologie clinique à Paris qui a cessé ses activités en 2014, et dans la spécificité de nos formations initiales et nos champs d'application. Il y avait là un double intérêt, celui de croiser nos expériences des pratiques, nos référents théoriques et nos ressentis. Les lecteurs trouveront ainsi au fil des différentes parties du livre des textes avec des styles, des tonalités et des propos reflétant nos singularités mais aussi, du moins nous l'espérons, une cohérence née de la manière dont ce livre s'est construit dans une progression à partir d'une réflexion partagée. Il ne s'agit donc pas d'un livre collectif au sens d'un rassemblement de textes produits individuellement, mais bien d'un livre que nous avons construit collectivement. À la manière dont nous pensons aussi que doit se construire un travail en approche biographique, à travers une co-construction qui met au travail tant l'accompagnant que l'accompagné. Si nous indiquons dès la première partie, l'art et la matière de l'accompagnement biographique, nous l'illustrons rapidement par les récits d'expérience des praticiens eux-mêmes. Nous visiterons ainsi les différentes approches que sont l'approche existentielle par le récit de vie, chapitre 2. L'approche biographique et rapport au travail, chapitre 3. L'approche socio-clinique et intervention sociale, chapitre 4. Nous nous efforçons de répondre aux interrogations qui sont les leurs, mais aussi en les invitant à se poser des questions qu'ils ne se posaient pas initialement, et qui pourtant doivent être réfléchies et traitées dès lors que l'on forme le projet de susciter, de recueillir des récits de vie et de les mettre au travail. Parmi toutes ces questions figurent celles qui suivent. L'approche biographique, pourquoi faire? L'approche biographique, comment faire? Sur quels référents théoriques et méthodologiques prendre appui? Quelle est la frontière entre démarche biographique et psychothérapie? Quels questionnements déontologiques et éthiques sont engagés par l'approche biographique? Et comment les traiter? Le chapitre 5 répondra aux questions qui nous semblent à la fois essentielles et transversales dans la perspective de tout accompagnement biographique. Pour autant, cet ouvrage n'est ni un guide touristique, ni un livre de recettes à suivre mécaniquement. Les questions qui y sont travaillées, le sont toujours en référence à des concepts, des modèles et des théories constituées.
Penser l'accompagnement biographique consiste à ne jamais délier la réflexion et l'action, à agir avec lucidité et à réfléchir avec engagement. Conscient des risques de dérives instrumentales liés à un certain engouement pour les récits de vie dans notre monde hyper-connecté et face à une société du spectacle à la recherche de sensations et d'émotions fortes, mais aussi du danger d'instrumentalisation de nos pratiques et de normalisation de celles-ci, en vue de ramener le sujet au rang d'objet dans le monde institutionnel, nous souhaitons inciter à la vigilance. Nous avons voulu pointer le risque de dérive vers un rapport de domination entre, d'une part, le chercheur, l'intervenant, l'accompagnant et d'autre part, le narrateur, l'accompagné, notamment dans la perspective de l'interprétation et d'illustration d'hypothèses préconstruites. Pour renforcer cette réflexion critique, la formation, le travail personnel sur sa propre histoire de vie mais encore les espaces d'intervision entre pairs, les échanges avec d'autres praticiens et l'ouverture au questionnement sur sa pratique nous paraissent indispensables. S'il ne restait qu'une seule idée à retenir après la lecture de ce livre, ce serait celle-ci. L'histoire d'une vie ne doit jamais se clore sur elle-même, ne jamais devenir une fin en soi, encore moins une fin de soi. Il en va de même pour les pratiques. Si nous avons choisi le terme d'accompagnement biographique comme intitulé, c'est en écho à l'ouvrage fondateur de Michel Legrand L'approche biographique, paru en 1993. Un des apports essentiels de ce livre réside dans l'importance donnée à l'écoute du sujet, cet autre pris non pas comme objet de recherche mais comme auteur et acteur d'une histoire, d'un drame, d'une narration qui le définit comme être humain et individu singulier. Être accompagnant d'un récit de vie, c'est avant tout avoir le goût et ressentir le plaisir d'écouter cette histoire, ce drame, cette narration, ce roman qui ne se résume pas aux seuls faits et événements mais qui s'exprime aussi à travers la manière dont ils sont amenés et contés. Être praticien en histoire de vie, c'est nouer une relation à partir du récit d'une vie à travers le langage, parlé et ou écrit, qui est le propre de l'humain pour le transformer en histoire de vie à travers des échanges qui relèvent du don et du contre-don. L'accompagnant de récits de vie peut faire sienne la devise empruntée au poète latin Terence, « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Enfin, il importe de souligner cette autre spécificité de l'accompagnement biographique qui est de s'ouvrir à une diversité de points de vue à partir de ces différentes disciplines biographiques, comme les nomme Michel Legrand, que ce soit la sociologie, la psychologie, la philosophie, l'anthropologie, la sémiologie, la littérature. En recoupant 3 angles de vue, socio-clinique, philosophique et narratif, nous avons voulu dans les différentes parties offrir une part de cette diversité. Il restait à délimiter le champ de l'approche biographique. C'est sans doute rigueur avec le concept d'identité narrative qui constitue la référence en cette matière. À la question « Qui es-tu ?», l'homme est le seul à répondre par une histoire. Il est aussi le seul à savoir que cette histoire a un début et une fin, et qu'il lui revient de la mener entre ces 2 points, l'un étant généralement connu, celui de la naissance, l'autre inconnu, celui de la mort. Il en résulte un certain nombre de questionnements existentiels qui, même s'ils traversent le champ de la psychothérapie, y sont rarement traités en tant que tels mais le plus souvent envisagés de manière périphérique parce qu'ils sortent du champ. Il s'agit de questionnements relevant de l'histoire sociale de l'individu singulier avec ses implications telles que la honte, la violence symbolique ou la domination résultant de la hiérarchie des avoirs, des savoirs et des pouvoirs. Ici l'approche par la sociologie clinique prend tout son sens puisqu'elle invite à articuler le psychique et le social, et en particulier de s'intéresser aux nœuds socio-psychiques. Mais il s'agit aussi de la confrontation de l'humain à des questions fondamentales sur l'existence telles que le rapport à la vie et à la mort, la place de la liberté et du déterminisme dans les choix du sujet, la part de l'absurde et la recherche de sens, la solitude intrinsèque et le besoin de relations qui sont présents dans toute histoire de vie mais souvent tues parce qu'indicibles ou inentendables. C'est par une approche philosophique ou littéraire qu'ils pourront s'exprimer, et être éventuellement partagés. Reste la part du secret, du sacré que chaque être décide de ne pas partager ou de ne partager qu'avec des intimes. Elle aussi fait partie de l'humain, qui ne peut être réduit à la transparence sans tomber dans le totalitarisme de la pensée. Le droit de ne pas se raconter est indéniablement lié à celui de se raconter. À notre époque qui a développé tant de modes de communication souvent peu respectueux de la vie privée,
il est indispensable de le rappeler. Nous terminons notre ouvrage, chapitre 6, en présentant les courants fondateurs de l'approche biographique. Terminer par les sources semble peut-être illogique, mais cela ne fait que rappeler le cycle de la vie comme un éternel recommencement. Nous n'avons cherché ni à les historiser, ni à les classer, ni à les hiérarchiser. Nous avons demandé aux fondateurs ou à ceux qui en ont été proches, de les présenter. Nous-mêmes puisons à plusieurs sources pour penser l'accompagnement biographique et invitons les autres praticiens à construire leurs pratiques et leurs propres références avec un esprit à la fois critique et collaboratif. Présentation des auteurs. Emmanuel Graton est maître de conférences à l'Université d'Angers, dans le département de psychologie, où il enseigne en particulier l'approche biographique. De formation initiale assistant de service social, 1989, il est devenu psychologue 1994, puis docteur en sociologie 2006. Il a utilisé les récits de vie pour sa thèse L'homoparentalité côté père, 2006, et défend le principe d'une co-construction socio-clinique, 2007. Dès les années 2000, il avait mis en place avec Christine Abel-Hébert, formatrice en travail social et docteur en sciences de l'éducation, une formation intitulée Travail social et histoire de vie, pour des professionnels de ce champ. L'Institut du travail social de Tours, où Christine Abel-Hébert était formatrice, avait déjà opté depuis longtemps pour un travail impliqué et approfondi en histoire de vie dans la formation initiale des éducateurs, et ceci dans la veine des principes de l'auto-formation initiés par Gaston Pinault, professeur à l'Université de Tours. Emmanuel Graton, formateur à l'École normale sociale de l'Ouest, à Angers, avait la volonté de développer également cette approche pour des professionnels. Devenu associé à l'Institut international de sociologie clinique, il a alors conçu avec Christine Abel-Hébert une formation à la sociologie clinique dans la fonction d'accompagnement. L'IISC, fondée en 2000 par Alex Lenné, Anastasia Blanchet, Roselyne Orofiama, Ginette Fransquin, Sylvain Ohaillon, Frédéric Blondel et Vincent de Gauljac, organisait déjà des séminaires d'implication et de recherche. Ils ne formaient pas encore dans leur champ professionnel à l'accompagnement, avec cette approche. La formation à la sociologie clinique dans la fonction d'accompagnement poursuivait cet objectif pour un public large, issu du monde du travail social, de la formation, de l'orientation, de la reconversion professionnelle, de l'écriture. Alex Lenné, qui avait déjà initié un tel projet avec Roselyne Orofiama au sein de l'IISC, s'est joint à ce duo pour former alors un trio, permettant de combiner des apports des différents courants de l'histoire de vie dans une visée d'accompagnement. Cet ouvrage se veut le prolongement de ces formations qui ont connu un vif succès. Une centaine de professionnels se sont formés, ainsi que le témoignage des pratiques mises en œuvre par ces professionnels. Alex Lenné est enseignant retraité. De formation philosophique, il a d'abord enseigné cette discipline dans l'éducation nationale, puis au cours d'une seconde partie de sa carrière, il a exercé les fonctions de conseiller technique et pédagogique au sein d'un établissement public de formation du ministère de la Jeunesse et des Sports où il conduisait des formations de travailleurs sociaux. Ses activités de formateur l'ont amené à s'orienter très tôt vers deux démarches voisines, en ce qu'elle place l'apprenant ou le candidat en position de sujet auteur du processus engagé. Il s'agit d'une part, des récits de vie en groupe en tant que processus de formation. Et d'autre part, de la validation des acquis de l'expérience, VAE, qu'il a contribué à mettre en place au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports et à laquelle il s'intéresse dans la mesure où elle constitue un processus d'auto-formation pour les candidats. En 1998, il publie Faire de sa vie une histoire, théorie et pratique de l'histoire de vie en formation, puis en 2005, VAE, Quand l'expérience se fait savoir, l'accompagnement en validation des acquis. En 2000, il coordonne avec Roselyne Orofiama et Pierre Dominicé le numéro 142 de la revue Éducation permanente sous le titre « Les histoires de vie, théorie et pratique ». Au sein de l'ex-Institut international de sociologie clinique, IISC, il crée et anime avec Roselyne Orofiama plusieurs séminaires de type « Récits de vie en groupe », en particulier « Sujet au travail et travail du sujet » et le sujet dans son rapport au savoir 6. Son approche des récits et histoires de vie s'attache tout particulièrement aux questions éthiques et aux problèmes méthodologiques voire épistémologiques soulevés par le recueil,
le traitement et le travail des récits de vie en groupe. Anne-Marie Trecker est sociologue, diplômée de l'Université libre de Bruxelles, 1973, où elle fut notamment initiée à la sociologie de la création littéraire par Lucien Goldman, sociologue et philosophe français d'origine judéo-roumaine. Journaliste spécialisée en matière de société et des questions autour de la famille, ensuite directrice de la communication dans une institution publique, elle est auteure de plusieurs ouvrages littéraires et sociologiques. Elle a rejoint l'Association pour l'approche, la recherche biographique et la réappropriation de son histoire, ARBRH, co-créée par Michel Legrand, professeur de clinique biographique à l'Université catholique de Louvain, UCL, et auteur de l'ouvrage L'approche biographique. Collaboratrice scientifique à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'UCL, 2005 à 2008, elle a entrepris sous la direction de Michel Legrand une étude sur des femmes, s'écrivent. Enjeu d'une identité narrative, qui a donné lieu à une publication, L'Harmattan 2009. Elle poursuit ses recherches autour de l'écriture à caractère autobiographique, et en particulier les articulations entre écriture et oralité, tandis qu'elle rejoint en 2006 les formations proposées par l'Institut international de sociologie clinique à Paris. C'est au cours de ces formations qu'elle a rencontré Emmanuel Graton et Alex Lenné. Elle initie en 2004 la création de l'association Traces de vie qui organise des tables d'écriture en histoire de vie, des formations au recueil de récits de vie et gère les éditions Traces de vie. Elle est également directrice de la collection Encre de vie chez l'Harmattan Paris, centrée sur la publication de textes littéraires à caractère autobiographique. C'est donc la réunion de ces trois praticiens-chercheurs qui constitue l'ossature de cet ouvrage. Ils partagent depuis longtemps la même philosophie du travail d'accompagnement et la même poésie de l'approche biographique. L'élaboration et l'écriture de Penser l'accompagnement biographique se sont déroulées sur 2 ans, avec des rencontres tout autant conviviales que professionnelles, avec le concours de contributrices et contributeurs que vous aurez le plaisir de découvrir au fil des pages. Marie-Chéla Vargas, Isabelle Seret, Catherine Boucher, Béatrice Aubron, Christelle Moinet, Agnès Cornaille, Anne Bastard, Philippe Bigot, Nina Durand, Gaëlle Renoux, Mélanie Chesta. Ils sont tous formés à la démarche et exercent une pratique reliée à l'accompagnement biographique. Nous avons également fait appel aux fondateurs de l'APA, Philippe Lejeune, et de l'ASIHVIF, Gaston Pinault pour évoquer les courants sources. Claudine Nollet, Roselyne Orofiama et Jean-Pierre van der Straten ont également contribué à l'ouvrage par leur relecture et conseils, permettant, nous l'espérons, au lecteur de prendre le même plaisir que nous avons eu à son écriture. Que chacun soit ici remercié pour sa contribution, et associé à la diffusion des savoirs théoriques et pratiques en matière d'accompagnement biographique. Chapitre 1 – L'art et la matière de l'accompagnement biographique. Alex Lenné. Ce chapitre porte sur les fondements des pratiques de l'approche biographique. Il se donne pour objectif d'expliciter les traits les plus saillants et caractéristiques de ces pratiques singulières, et de les situer dans les orientations philosophiques, méthodologiques et éthiques qui leur sont propres. Dans une première partie, accompagner, nous définirons l'accompagnement de ce type de démarche comme une pratique assimilable à un art particulier. Dans la seconde partie, l'approche biographique, nous nous attacherons aux concepts fondateurs des pratiques et aux principales orientations méthodologiques dont elles participent. Accompagner. On peut aimer que le sens du mot art soit tenter de donner conscience à des hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. Malraux, 1935. Depuis les années 1980, les pratiques se réclamant de l'accompagnement n'ont cessé de se développer. Il y a des accompagnateurs en bien des domaines, entre autres dans celui de la formation, celui de la santé, du soin et du travail social, ou encore en matière de management et de fonctions ressources humaines dans les entreprises. L'objet de cet ouvrage n'est assurément pas d'embrasser aussi large que ses premières considérations pourraient le laisser croire. Nous avons circonscrit notre champ d'investigation à une réalité plus précise qui nous est familière puisque nous la pratiquons depuis de nombreuses années. L'accompagnement de l'approche biographique de type « récit de vie », en petits groupes ou en situation individuelle. Cette démarche a quelque chose de spécifique qui mérite d'emblée une première série de précisions. D'une façon générale, tout accompagnement est singulier.
ce qui écarte la possibilité d'une procédure standardisée, susceptible d'être mise en œuvre partout et pour tous. L'objet, les objectifs et le contexte du processus en quoi consiste cette nouvelle pratique sont autant d'éléments qui la définissent comme spécifique. Accompagner des sujets qui énoncent leur histoire, éventuellement se font autobiographes, n'est pas la même chose qu'accompagner des randonneurs de moyenne montagne au cours d'une excursion dont on est le guide et le responsable. Assurément aussi, l'accompagnement d'un groupe dans une démarche en histoire de vie, par un professionnel de l'approche biographique, ne coïncide jamais exactement avec ce que ce même professionnel fera avec un autre groupe engagé dans la même démarche. En sorte que paradoxalement, la singularité ou unicité de la démarche constitue le premier trait général et commun à tous les accompagnements biographiques. Mais si l'on veut définir plus avant ce qui caractérise en propre le travail et la posture de l'accompagnateur d'une démarche biographique dans le champ de la formation, du travail social, de la validation des acquis, du coaching ou d'un atelier d'écriture, c'est certainement, comme on le verra à travers les pratiques et leurs analyses dont il sera fait état plus loin, dans les termes suivants. L'accompagnement biographique est un art qui procède d'une technique, d'une esthétique et d'une éthique étroitement mêlées les unes aux autres. Notre ambition ici est à la fois de rendre manifeste et de démêler relativement les trois dimensions qui trament l'étoffe dont cet art est tissé. Nous nous référons ici au sens étymologique du mot art, du latin art qui signifie métier. Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime on distinguait les arts mécaniques, qui mobilisaient le corps, exigeaient des talents manuels, et les arts libéraux, ceux des hommes libres, s'adonnant aux activités réputées nobles de l'esprit. Loin de cette distinction de classe, nous retenons d'abord du mot art l'idée d'une pratique reposant sur la mobilisation d'une certaine technique. À cet égard, aussi bien la méthode clinique que nous tenons pour incontournable en accompagnement biographique que le travail sur le sens de chaque récit de vie propre à l'approche clinique, constituent deux éléments majeurs de l'art de l'accompagnement biographique. C'est précisément en tant que pratique dotée d'une technicité propre que nous allons penser et analyser la démarche d'accompagnement. Il nous faut préciser ici que nous ne séparons pas pratique et théorie. Nous soutenons plutôt que tout praticien est quelqu'un qui pense. Du concept d'art nous retenons aussi l'idée d'un métier qui n'est pas encore structuré en profession, avec un diplôme. De fait, celles et ceux qui accompagnent les démarches biographiques ne font rarement que cela. Dans la plupart des cas, ils exercent parallèlement une autre activité qui est le plus souvent une profession. Quant à la dimension esthétique à laquelle est évidemment associé le concept d'art, qu'il s'agisse de l'art de l'artisan ou de celui de l'accompagnateur de récits de vie, elle a, on s'en doute, partie liée avec la création de quelque chose qui s'apparente à une œuvre et qui appelle un jugement de goût sur le critère de la beauté perçue. Ce quelque chose est le récit de vie lui-même dont on doit souligner de ce point de vue qu'il est toujours beau, et d'une certaine manière, force l'admiration et le respect. Le premier exemple qui vient à l'esprit, ce sont les écrits autobiographiques réalisés en atelier ou dans les tables d'écriture dont il sera question plus loin. Lorsqu'on lit ou lorsqu'on entend ces écrits lus à haute voix, on est toujours impressionné, comme saisi d'abord par la force de l'émotion et la puissance de l'authenticité qu'ils manifestent. La beauté est déjà là, dans les sentiments du narrateur qui l'associe aux événements rapportés et qui sont éprouvés par celles et ceux qui lisent ou écoutent, y compris si l'auditeur est loin d'avoir vécu la même chose. On peut en dire autant des récits de vie relevant de la plus stricte oralité, et à propos desquels des chercheurs parlent d'oraliture, Clapier-Valadon, Poirier, Raybaud, 1983, par analogie avec la littérature. À les écouter, on vit la même transmission, le même partage. Celui de la sympathie ou de la compassion pour le narrateur au sens étymologique du terme. L'auditeur ressent, éprouve avec lui, manière de le reconnaître comme un alter ego. Il y a en outre toujours du style dans ce type de narration. Sans doute pas celui de la langue académique. On y rencontre au contraire des hésitations, des expressions et des formes peu orthodoxes. Mais elles sont précieuses car elles traduisent immanquablement des fragments de notre commune et fragile humanité. Avant d'être élaboré réflexivement et intellectuellement, le sens du récit est saisi par les sens, physiquement, corporellement, à travers les postures du narrateur, les sons, le timbre, le rythme de sa voix et leurs changements au cours de son récit. Cette expérience est essentielle.
Elle a lieu dans chaque situation de récit de vie en groupe. Non seulement elle scelle une unité du collectif par le passage d'une collection de je à un nous. Mais en outre, dans la mesure où ce passage est assuré par l'émotion partagée, le sentir, elle constitue une expérience esthétique. Le mot esthétique vient du grec estanomai, aistanomai, signifiant percevoir par les sens, sentir, ressentir, éprouver, comprendre. C'est ce qui a conduit à voir dans l'esthétique, la science du mode sensible de la connaissance d'un objet, Baumgarten 1735. À cela il faut ajouter le travail d'ajustement opéré par le groupe et l'accompagnateur dans les retours au récit et au questionnement du narrateur. Comme le vêtement bien ajusté va bien à celui qui le porte et d'une certaine manière l'embellit. L'accompagnant travaille justement à rendre possible ce partage, se sentir ensemble en créant à travers le pacte les conditions d'écoute sans lesquelles il n'adviendrait pas. C'est ici que réside la visée esthétique de son accompagnement. Mais aussi sa portée éthique. Art tâtonnant, l'accompagnement l'est encore, dans cet exercice particulier qu'est la conquête d'une posture jamais acquise définitivement par laquelle l'accompagnant se tient aux côtés de celle ou de celui qui l'accompagne. Particularité consistant à éviter deux écueils symétriques. D'une part, celui de la trop grande distance qui lui ferait perdre la confiance et l'écoute de l'accompagné, d'autre part celui de la trop grande proximité jusqu'à la confusion des places par laquelle l'accompagnant cesserait d'écouter et d'entendre son vis-à-vis. Il importe de préciser ces premiers éléments de l'éthique de l'accompagnement, en soulignant l'importance du rapport que l'accompagnant entretient à l'accompagné, sous l'angle de la considération qu'il a pour lui. En caricaturant à peine, soit les individus accompagnés et les récits qu'ils énoncent sont considérés comme de purs moyens et instruments au service des ambitions ou projets de l'accompagnant, soit ils sont envisagés pour eux-mêmes et en vue du seul intérêt de l'accompagné. En ce dernier cas, la posture de l'accompagnant procède d'une éthique de la sollicitude et du respect pour celles et ceux aux côtés de qui il chemine en les reconnaissant comme des sujets de droit et non comme des objets. C'est là une des questions par lesquelles, à travers ce que nous nommons le pacte, nous nous séparons résolument d'autres pratiques du récit de vie. Il y a donc art dans la mesure où s'accomplit ici quelque chose, objet de création permanente et singulière opéré par un sujet, l'accompagnateur ou accompagnant, qui produit ses propres manières de faire tout en s'adaptant à la spécificité de l'accompagné. Et ce faisant il se produit lui-même comme artisan, homme ou femme de l'art, en tout cas comme créateur. L'image qui vient à l'esprit pour représenter ce processus est celle du funambule dont l'équilibre fragile est à chaque instant un art de l'ajustement. L'accompagnateur est un danseur de cordes. Art enfin au sens où en matière de quête d'une juste posture éthique rien n'est joué d'avance. Il ne suffit jamais d'appliquer mécaniquement des recettes, une déontologie ou des règles morales, elles se révéleront toujours inadaptées à la complexité et à la singularité de chaque situation. Ici encore, l'accompagnateur et les participants à la démarche biographique doivent inventer des réponses inédites. On entrevoit déjà que l'éthique est ici comme ailleurs, étroitement liée à la question du pouvoir, ce qui conduit à la question proprement politique au sens large et étymologique du terme, c'est-à-dire à ce qui a trait à l'organisation des hommes en groupe, en cité, et à la place de chacun des citoyens. Il s'agit donc de la question du faire société, ce qui dans l'accompagnement biographique se pose en termes de relation accompagné-accompagnant. L'idée souvent avancée que l'accompagnement soit une relation dépourvue de pouvoir est une illusion. Cette relation est en réalité une relation de pouvoir, c'est-à-dire une action des uns sur l'action des autres. L'accompagnant exerce une action sur le groupe et sur chaque participant, ne serait-ce que par l'intermédiaire des consignes de travail qu'il donne aux participants à la démarche et qui sont suivies des faits. Mais cette action n'est pas univoque. La relation de pouvoir n'est pas une relation de domination. Elle n'est pas non plus l'effet de la diffusion d'un pouvoir entendu comme substance homogène et pyramidale régnant depuis le haut de l'organisation sociale, par exemple depuis le sommet de l'État, et qui étendrait ses tentacules jusqu'aux plus infimes atomes de vie sociale. En fait, ce qui définit une relation de pouvoir, c'est un mode d'action qui n'agit pas directement et immédiatement sur les autres, mais qui agit sur leur action propre. Une action sur l'action, sur des actions éventuelles ou actuelles, futures ou présentes.
Une relation de pouvoir s'articule sur deux éléments qui lui sont indispensables pour être justement une relation de pouvoir. Que l'autre, celui sur lequel elle s'exerce, soit bien reconnu et maintenu jusqu'au bout comme sujet d'action, et que s'ouvre devant la relation de pouvoir tout un champ de réponses, réactions, effets, inventions possibles. Foucault, 1994. Dans l'accompagnement biographique collectif, le groupe et chaque participant exercent aussi un pouvoir sur l'action de l'animateur, ne serait-ce qu'en termes parfois de résistance aux consignes qu'il donne. C'est dans ce jeu relationnel complexe, dans la manière dont la démarche biographique est instituée dès le départ à travers l'instance du pacte, sur laquelle nous reviendrons, que se met en place quelque chose qui relève du rapport entre déterminisme et liberté. L'enjeu majeur des relations de pouvoir et du pacte est celui de la place de chacun en tant que sujet, ou tant qu'objet dans le processus biographique. Il convient maintenant de préciser ce qui constitue à la fois l'objet de départ et le produit visé par l'accompagnement biographique, c'est-à-dire le biographique proprement dit. À cette fin, nous nous référons principalement à la notion d'approche biographique forgée par Michel Legrand, 1993, à la suite des travaux des sociologues de l'école de Chicago, Thomas et Znaniecki, 1919, de ceux en France, de Daniel Berthaud, 1997, puis de Vincent de Gaulle-Jacques, 1987, et qui est apostrophe. Inspire également des orientations de Georges Politzer, 1928, en matière de psychologie. L'approche biographique. La biographie, c'est la vie même d'un individu singulier entendu dans son décours temporel, historique, mais c'est aussi, et d'abord si l'on tient à l'étymologie, l'écriture de cette vie, sa reconstruction narrative, son récit. Legrand, 1993. Le sens des mots. Dès que l'on parle de biographie, on est pris dans une ambiguïté qui exige d'être explicitée mais qui est aussi riche de sens. La biographie désigne à la fois la vie et la narration ou récit de la vie. L'étymologie de deux mots grecs, bio, la vie et graphine, écrire, contient cette double signification. Cette première donnée sémantique mérite qu'on s'y arrête, car elle conduit à soulever deux interrogations majeures. Par la première, on se demandera quel est le rapport entre une vie et son récit? En quoi le second est-il représentatif de la première? En quoi a-t-il valeur de vérité? La seconde interrogation, qui nuance et peut-être répond en partie à la première, revient à se demander ce qu'est une vie qui n'est pas racontée, mise en mots et travaillée de manière réflexive. Les Grecs avaient d'ailleurs deux termes pour désigner la vie. Zoé, une vie animale, sans mots, et bio, une vie humaine que la narration inscrit dans une culture en lui donnant à la fois unité, cohérence et sens. Le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé sur un mode narratif. Ricoeur, 1983. Il ne saurait en effet y avoir cours de la vie, s'il n'y a pas discours sur cette vie même. Au sens strict, le mot biographie désigne donc le récit de la vie d'un individu singulier. Et comme le fait remarquer Jean-Louis Legrand dans son glossaire commenté, en annexe des actes du colloque de Tours 1986, en lui adjoignant le préfixe auto, on spécifie que l'auteur de la biographie est en même temps celui dont la vie est l'objet, celui que l'on peut caractériser comme le personnage principal ou, selon le terme utilisé par Hannah Arendt, le héros, tout au plus le coauteur quant au sens pour le dire à la manière de Ricoeur. Rien dans ma vie réelle n', à valeur de commencement narratif. La mémoire se perd dans les brumes de la petite enfance, ma naissance et à plus forte raison, l'acte par lequel j'ai été conçu appartiennent plus à l'histoire des autres, en l'occurrence celle de mes parents, qu'à moi-même. En faisant le récit d'une vie dont je ne suis pas l'auteur quant à l'existence, je m'en fais le coauteur quant au sens. Dans le texte qui suit, nous prendrons le concept de biographie dans une acception large, en y incluant aussi bien le récit écrit que la narration orale, et nous nous attacherons de manière quasi exclusive à l'approche biographique telle qu'elle se donne dans les pratiques autobiographiques, plutôt en situation de groupe, mais pas seulement. L'humilité de la posture clinique. À ces premiers éléments, nous voulons ajouter que parler d'approche biographique, c'est aussi affirmer d'emblée une prudence, une humilité et des options méthodologiques qui ne nous quitteront pas tout au long de cet écrit et qui comme telles méritent elles aussi précision. Dire que l'on s'approche d'une vie, c'est exclure définitivement toute idée de maîtrise en laquelle nous reconnaissons la marque de l'illusion de toute puissance.
C'est en effet dire que l'on n'est jamais sûr d'en saisir ni le contenu de manière exhaustive, ni la vérité. C'est ainsi souligner l'écart irréductible qui sépare à jamais une vie foisonnante et complexe des tentatives de la dire ou de l'écrire, le plus souvent au prix de sa réduction à une ou quelques-unes de ses dimensions. C'est encore indiquer que la vie à laquelle on s'attache est celle d'un sujet humain dont elle est indissociable, et qu'on ne saurait considérer comme un pur objet extérieur, un moyen utilisable et observable à l'envi sans que soient mobilisés des processus affectifs et sans que se posent des questions éthiques majeures. Celui qui écoute ou retrace le cours d'une vie, que ce soit à des fins de recherche, de formation ou d'intervention, et qu'il s'agisse de sa propre vie, dans le registre de l'autobiographie, ou de celle d'un tiers, ne peut jamais y être totalement indifférent. L'histoire de la vie des uns ne manque jamais de faire écho dans et sur l'histoire de la vie des autres avec les processus de transfert, de contre-transfert, de projection, et d'identification que cela suscite toujours d'une manière ou d'une autre. Dès lors, l'idée d'approche invite à la recherche d'une bonne, ou d'une juste distance entre celui qui suscite et recueille le récit et celui qui l'énonce. Parler d'approche contient, comme on l'a dit plus haut, que cette juste distance se situe entre trop loin. L'indifférence et une supposée objectivité qui est ici un leurre et trop proche, la confusion, l'identification. Se pose alors la question à la fois méthodologique et éthique de la place du sujet dont la vie est recueillie et travaillée, dans le processus même du récit et du travail qui lui est consacré. Sur ce point, la démarche clinique qui est la nôtre apporte une réponse originale, qui se démarque nettement des approches objectivistes et comportementalistes dont on sait qu'elles font florès aujourd'hui. À cela, il faut ajouter que la question de la distance conduit nécessairement à penser l'approche biographique en termes d'accompagnement, c'est-à-dire de processus par lequel un sujet, l'accompagnateur, chemine aux côtés d'un autre sujet, l'accompagné. La métaphore du cheminement qui spatialise le processus temporel de l'accompagnement oblige à se demander vers quel but ou dans quelle direction s'opère ce déplacement ? Et bien sûr, qui a défini cette visée ? De la pratique à la théorie avec retour. Enfin, et ce n'est pas l'option la moins importante que nous ayons prise en tant qu'auteurs de cet écrit, nous avons accordé une place centrale aux diverses pratiques des récits et histoires de vie, qu'il s'agisse de nos propres pratiques ou de celles d'autres praticiens dont nous sommes proches. Certes, nous n'avons pas négligé les questions et développements théoriques. Mais précisément parce que nous nous reconnaissons dans une approche et un regard résolument clinique, nous donnons à la pratique une place majeure. Sans pour autant identifier et réduire l'approche clinique à une démarche thérapeutique, nous n'oublions pas que les médecins, cliniciens par définition, se désignent eux-mêmes comme des praticiens, soulignant par là le lien étroit qui attache clinique et pratique. Nos propres analyses théoriques dont cet ouvrage est fait sont elles aussi presque toujours issues de la pratique, tirées des observations que nous avons pu faire au cours des démarches mises en œuvre, y compris et peut-être surtout, des obstacles et problèmes qui se sont posés à nous au cours de ces démarches. Nous ne sommes cependant pas naïfs au point de croire que la pratique seule compte et existe. Nous sommes convaincus à la fois que rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. Lewin, 1943-1944, et que toute pratique contient une théorie, au moins des éléments théoriques implicites. Mais nous faisons de la pratique le moment logiquement premier du processus d'élaboration théorique. Exprimé autrement, nous écartons délibérément toute référence à la pratique comme illustration et en quelque sorte au service de théories préexistantes. Pour caractériser plus complètement encore notre position, nous dirons que la perspective qui est la nôtre ici est celle d'un dialogue continu qui, partant des pratiques, les interroge et les analyse, y compris en convoquant des auteurs, des théories, modèles et concepts disponibles, pour aussitôt après infléchir nos pratiques ultérieures. En sorte que le dialogue entre pratique et théorie dessine une relation circulaire, biunivoque que recouvre le concept de praxis en tant que mouvement de la pratique à la théorie avec retour. C'est de ce dialogue à propos des pratiques de l'approche biographique, dialogue entre nous qui les conduisons ou en sommes témoins, mais aussi dialogue entre chacun de nous et lui-même, dont il va être question tout au long de cet écrit. L'approche multiréférentielle d'une réalité complexe. L'histoire d'une vie met en jeu des processus multiples appelant alors de la part du praticien qui les accueille une attention et une écoute inséparablement cliniques et plurielles, parce que centrées sur des objets relevant de champs différents.
Il s'agit d'ailleurs de saisir les articulations, souvent très fines et ténues, qui relient entre eux ces objets sans pour autant abolir leurs différences. On peut dès ce premier chapitre, et sans s'interdire d'en dire davantage un peu plus loin, reconnaître au moins 3 catégories d'objets dont les relations tissent la trame d'une vie et de son histoire. Ce sont les processus psychiques, les faits sociaux et les réalités corporelles dont tout récit de vie et toute existence sont une sorte de traduction en forme de combinaison, ou d'alchimie singulière. Pour ce qui est des premiers, les processus psychiques, ils ne requièrent pas de longues explications. Qu'une vie et son histoire soient faites d'expériences vécues aussi bien sur le mode de la conscience que sur celui de la vie psychique inconsciente, est indubitable. L'émotion, les affects, sont toujours au rendez-vous au moment où un sujet fait le récit de sa vie et de ses actions face aux événements. Et pas seulement chez le narrateur, mais aussi du côté des échos produits par ce récit chez celles et ceux qui l'écoutent. Cela suffit à se convaincre qu'une vie se déploie nécessairement sur la scène des processus psychiques. Mais elle se déroule aussi sur une autre scène, celle des faits sociaux qui en infléchissent le cours. Aucune existence ne se déploie dans un vide social, contextuel. Famille, classe sociale, valeurs, idéologie et croyances collectives, groupes d'appartenance et de référence, ressources économiques, etc. sont autant de faits sociaux dont l'histoire d'une vie est porteuse. Une définition proposée par Paul Ricoeur, qui n'était ni psychologue ni sociologue mais philosophe, ce qui n'est pas la plus mauvaise place pour développer une analyse à la fois psychologique et sociologique, souligne justement ces deux dimensions et leur articulation. L'histoire d'une vie est une sorte de compromis issu de la rencontre entre les événements initiés par l'homme en tant qu'agent de l'action et le jeu des circonstances induit par le réseau des relations humaines. Ricoeur, 1994. Reste la question du corps. Dans l'histoire d'une vie, les corps sont toujours engagés parce que s'y trouve fondamentalement impliquée la vie, et par conséquent de la mort, dont la réalité première est biologique. Mais nous voulons avancer un autre argument. Celui-là référé à nouveau à la posture du praticien de cet art clinique, particulier qu'est le recueil d'un récit de vie. Il apparaît alors que le corps ne se limite pas à une réalité biologique. Il est lui aussi, indissolublement mêlé de social, de psychique et de symbolique. Ainsi, il y a un marquage et un dressage social des corps qui laissent des traces durables. Corporellement, on ne se tient ni ne se maintient, avec la connotation morale du maintien de soi attachée à ce terme, pas de la même manière selon les mondes sociaux auxquels on appartient et on se réfère. L'aristocratie puis plus tard la grande bourgeoisie, font donner à leurs enfants des cours de maintien qui sont à la fois corporels, psychiquement éprouvés, le plus souvent dans la souffrance, normatifs et sociaux. Par surcroît, le corps ne saurait être séparé de la réalité psychique en tant qu'il comporte une dimension imaginaire, l'image du corps, et qu'il est source de force dont le retentissement psychique est déterminant. Les pulsions de vie et de mort, comprises comme des réalités frontières entre le biologique et le psychique, soutiennent des sous-tendent des processus aussi fondamentaux que le désir. La première conséquence de tout cela, c'est la nécessité pour le praticien de l'approche biographique, d'une écoute de ces différents registres et tout particulièrement, d'une écoute clinique du corps du sujet au moment où il énonce son récit de vie. À titre d'exemple concret, on évoquera ici une situation de récit de vie en groupe où une participante, aristocrate, avait énoncé son histoire sur un ton, avec une diction, un rythme, un vocabulaire, des gestes et une posture, un port de tête altier, formant une sorte de second langage dont les modalités venaient doubler et renforcer les signes verbaux. Ce qui avait eu le don d'irriter la majorité du groupe composé de gens d'extraction beaucoup plus modeste, qui avaient réagi vivement à ce récit. La seconde conséquence de cette représentation du corps, et donc de la vie dont le récit est censé tracer ou retracer l'histoire, représentation non réduite au biologique mais étendue aux dimensions socio-psychiques et symboliques de la corporéité, c'est que le récit de vie assure, on l'a déjà évoqué, le passage de zoé à bio, c'est-à-dire du registre des besoins du corps que nous partageons avec les animaux à ceux de la vie comme action, comme culture et comme œuvre. La principale caractéristique de cette vie spécifiquement humaine dont l'apparition et la disparition constituent des événements de ce monde, c'est d'être elle-même toujours remplie d'événements qui à la fin peuvent être racontés, peuvent fonder une biographie. C'est de cette vie par opposition à la simple zoé qu'Aristote disait qu'elle est en quelque manière une sorte de praxis.
Car l'action et la parole, qui, nous l'avons vu, étaient étroitement liées dans la pensée politique grecque, sont en effet les deux activités dont le résultat final sera toujours une histoire assez cohérente pour être contée, si fortuit que puissent paraître un à un les événements et leurs causes. Arendt 1958. Si l'on suit avec nous la perspective dessinée ici par Hannah Arendt, on trouve ce que l'on rencontre toujours dans une approche autobiographique. À travers cette parole d'un fragile être humain à propos des actions qui furent les siennes dans le cours de sa vie, s'accomplit la révélation du sujet à ses propres yeux et à ceux des autres, au sens photographique et certainement pas mystique du mot révélation. Le récit de vie comme démarche à visée émancipatrice. Pour conclure et pousser plus avant la question du processus de subjectivation, nous souhaitons souligner un aspect essentiel de cette parole orale et ou écrite que tient un sujet sur lui-même, lorsqu'il s'engage dans la démarche autobiographique ou d'auto-bio-oralisation. Il faut d'abord dire que cette parole est tout sauf habituelle. La tradition scolaire académique dont nous sommes tous les enfants, qu'on le veuille ou non, proscrit le genre autobiographique. Dans l'écriture de l'école, la sentence pascalienne, le moi est haïssable, a longtemps été la règle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.